tous et bienvenue sur Wallonia Export Talks, le rendez-vous export de la Wallonie et de ses entrepreneurs. Alors nous sommes ici au studio Ecolis à Namur pour vous parler de quoi ? De commerce international et d'exportation. Alors par où commencer ? Comment aborder un marché à l'étranger ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Et donc c'est avec beaucoup de plaisir et toujours bien entouré que nous aborderons toutes ces questions essentielles donc pour tout exportateur, qu'il soit débutant d'ailleurs ou chevronné. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux entreprises exportatrices wallonnes ici dans le studio, Opinum et Dirty Monitors. J'espère que je prononce bien les deux noms. La question donc, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous, je parle de mes deux invités aujourd'hui, avez entrepris le grand saut de l'exportation. Est-ce que ça faisait partie de la stratégie de développement à la base ? Est-ce venu beaucoup plus tard ? À quel point est-ce devenu indispensable ? Et très important, existe-t-il des aides pour les entreprises wallonnes pour exporter? En résumé, quelles sont les choses à faire et celles qu'il ne faut surtout pas faire pour se renforcer hors de nos frontières? Alors, pour parler de tout ça, on a dans la présence ici dans ce studio de Alexis Isaac, Managing Director de la société Opinum. Bonjour Alexis. Bonjour. Et Arnaud Meulemeister, Business Developer à l'international chez Dirty Monitors. Bonjour. Voilà, merci à tous les deux d'être ici présents. Alors, tout le monde n'est pas censé vous connaître ou savoir exactement ce que font vos entreprises respectives. Alors, Alexis, Opinum, d'abord, drôle de nom, d'où vient-il? Et puis surtout, que faites-vous? Quel est l'objet social d'Opinum? Alors, le nom Opinum vient de la tête de notre cofondateur Loïc Barre et c'est une recherche tout à fait fortuite qui est tombée sur ce mot qui plaisait bien au niveau de l'oreille. Et on espère qu'il soit facilement retenable par la plupart. Après votre prestation aujourd'hui. mais que fait dans les grandes lignes Opinum, Alexis? Alors en très grande ligne et en vulgarisant au maximum, donc on est une société technologique, donc IT. Et nous avons donc créé et nous développons encore en continu un produit hosté sur le cloud. Qui aide tous les acteurs actifs dans le secteur de l'énergie et de l'eau, donc et de l'environnement. Donc on parle ici de gestionnaires de réseau, des producteurs d'énergie. Et donc cette plateforme les aide à récolter, à stocker, à analyser et à donner vie à toutes les données qui deviennent de plus en plus disponibles autour d'eux. Lié à la transition énergétique et à sa digitalisation. Et alors, excusez-moi, tous ces clients qui ont l'air d'être des mastodontes, oui, c'est quoi par exemple, pour donner quelques noms? Alors, on a de clients importants comme le groupe EDF en France, qui a sa filiale, si je ne me trompe pas, à Enedis, qui est donc le plus grand gestionnaire de réseau de France. Donc, en fait, effectivement, nous parlons à de grands acteurs dans le secteur de l'énergie. Et c'est eux qui s'intéressent particulièrement à notre plateforme. Et alors, pourquoi s'intéressent-ils à votre plateforme? Qu'est-ce que vous avez qu'ils n'ont pas? Ce sont des groupes qui sont des fois même cotés en bourse. Absolument. En quoi, vous, entre guillemets, petits Belges, êtes-vous utile à ces mastodontes? Alors, il y a une barrière d'entrée et il y a un message à fournir. Donc, effectivement, la première question qu'on se pose, c'est comment pouvons-nous ouvrir la porte du groupe EDF pour leur dire qu'on a quelque chose de très bien et qu'ils n'ont pas, puisqu'on leur vend. Là, il y a un grand travail de message à faire, puisqu'il y a souvent de l'internisation. Donc, ils internalisent, internalisation, pas internationalisation. Ils internalisent un maximum, puisque ce sont des sociétés, effectivement, à grande échelle, qui ne prennent pas goût à se reposer sur des technologies externes. Donc, il y a un grand message à faire. Et pourquoi s'intéresse-t-il à nous? On a eu une façon de constituer notre plateforme qui permet l'accélération de la transition. Donc, en fait, nous ne venons pas de la transition énergétique. Et donc, en fait, nous ne venons pas avec des conseils ou avec des produits figés. On écoute, et chaque client a une problématique, on écoute ce qu'ils veulent créer, construire, et nous leur permettons de donner une fondation de construction basée sur notre plateforme. Donc, c'est quoi? C'est une boîte d'ingénieurs? Alors, nous avons des ingénieurs dans notre boîte, nous avons beaucoup de développeurs, puisque c'est une société produit, donc ce n'est pas une société service, et nous nous entourons de partenaires qui, eux, apportent la dimension service, qu'on appelle custom, particulière à nos gros clients, comme vous disiez. Mais nous, notre but, c'est de rester focalisé sur notre produit que nous développons de plus en plus pour correspondre à tous les usages qu'ils en font. C'est la plateforme Opinum Data Hub. Oui. Alors Arnaud, on se tourne vers vous. À mon avis, votre entreprise sera plus facile à expliquer, je pense, parce que vous êtes vraiment dans un domaine
Je dirais oui, plus simple à expliquer. Oui, plus simple à expliquer. Après, il est surtout plus simple à expliquer quand on a les visuels. Parce que donc, Dirty Monitor, on est un studio d'art digital. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies pour créer des performances artistiques. À la base, on est principalement connu pour ce qu'on appelle le vidéo mapping. Donc, le vidéo mapping qui consiste à projeter des images créées par ordinateur sur des façades de bâtiments et à jouer avec l'architecture du bâtiment, en fait, en créant des illusions d'optique que l'architecture se transforme et se modifie. Oui, c'est pour ça qu'on vous a surtout, qu'on vous connaît surtout. Alors, vous oubliez juste de dire qu'au départ, vous êtes une société un peu particulière, c'est un collectif d'artistes. Exact, oui, c'est ça. En fait, un peu rapide dans la présentation de l'entreprise. Tout à fait, oui. En fait, c'est parce que là, on remonte aux origines. Là, j'expliquais ce que Dirty Monitor est, mais à la base, l'origine, c'était qu'on était un collectif d'artistes. Effectivement, on vient à la base du monde du clubbing et du monde plutôt de la nuit, de la musique électronique. Et là où un DJ va mixer de la musique en soirée, un VJ va, lui, projeter de la vidéo, et un vidéojockey, il va projeter des images vidéo qu'il va mixer en lien avec la musique. Ça, c'est vraiment l'origine de Dirty Monitor. On faisait ça dans les soirées de musique électronique. Petit à petit, on a commencé à travailler dans des musées, dans des installations un peu underground à Charleroi, d'où notre nom, le fait que voilà, on projetait sur des façades de bâtiments, à l'intérieur de vieilles usines ou sous des vieux ponts tagués. Et donc, c'était, voilà, on est des écrans sales, Dirty Monitor. Le collectif vient de là, et ça, le collectif date du milieu des années 2000. Et par la suite, comme ils ont été pionniers dans le domaine du vidéo mapping, donc qui est notre spécialité, mais maintenant dont on commence à se détacher de plus en plus, eh bien, ça nous a permis très vite voilà, de former une entreprise, en fait, d'en vivre. Alors, on va parler de l'exportation dans vos deux cas respectifs. En préparant l'émission avec vous, Alexis, vous me disiez effectivement que votre voisin, du fait, je dirais, de son secteur, l'événementiel, on va l'appeler comme ça, l'internationalisation est plus rapide, peut-être plus simple à mettre en œuvre, encore qu'il va peut-être nous démentir tout à l'heure. Vous êtes d'abord concentré sur le marché national. Oui, pour répondre à votre question, je dirais que c'est plus évident d'imaginer que si on fait des grands événements visibles de tous à la télévision, c'est pas uniquement dans les villages wallons que ça se passe. Donc je peux comprendre que, enfin, dans ma tête, ça me semblait plus évident que l'export était important dans la stratégie de la société de monsieur. En ce qui nous concerne, voilà. Donc vous êtes un peu comme la Sonaca. Je veux dire, c'est une entreprise très connue en Wallonie, mais le grand public ne la connaît pas. Je dirais. Alors, oui, on essaye d'être connu parce que toute société, c'est bon de se faire connaître. Et donc, beaucoup de gens, déjà, peut-être font l'erreur, je dis bien, de partir à l'export pour dire on doit se faire connaître. Et alors, on met des sous, on se fait aider, on avance. Voilà, ça, c'est la première chose que je serais tenté de dire. C'est bien de se faire connaître, mais faisons-nous connaître quand on sait ce qu'on fait, quand on sait quel message on doit vraiment donner. Et donc, on peut très bien se faire connaître d'abord en Wallonie, où il y a des villes, il y a des occupations, il y a des sociétés. Même si nous attaquons effectivement un secteur à grosses sociétés, nous avons commencé par des petites sociétés sur lesquelles nous avons fait nos dents, nos premiers chiffres d'affaires, nos premières erreurs. Et tout ça, pour moi, ne doit pas, selon moi, se faire à 4000 km de la Belgique. Et je parlais encore avec nos collègues de la WEX. La Belgique est un magnifique pays et n'est pas un petit pays. On a ce côté petit pays, la Belgique, on ne pourra jamais faire notre business ici. Il faut savoir que la Belgique, c'est près de 12 millions d'habitants. C'est deux régions qui parlent trois langues différentes, en n'oubliant pas le germanophone. Se faire ses dents, comme je dis, et apprendre en Belgique, pour moi, c'est le meilleur pays. Alors, si je résume ce que vous venez de dire, c'est que pour vous, francophone, si j'entends bien, je suis francophone. Alexis, voilà, l'exportation commence déjà à s'intéresser au marché flamand ? Absolument. Je dirais que, pour moi, il y a de l'apprentissage. Nous, ça fait 8 ans qu'on existe, on a appris, on revient des budgets dépensés des premiers salons qu'on a fait en 2015-2016, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a reçu ? On fait le point, et il n'était pas souvent magnifique, malgré tout l'enthousiasme qu'on donnait. Et je pense sincèrement que la Belgique, donc je ne parle pas d'aller vers le marché flamand, mais déjà le fait de passer cette fausse frontière qu'est la frontière linguistique, demande déjà une maturité qui permet à l'entreprise d'avancer. Un certain nombre de personnes qui m'arrivent d'interviewer régulièrement, c'est-à-dire que si on arrive à réussir sur le marché belge, qui n'est pas un marché facile, très compétitif, avec des mentalités, des langues différentes, on a plus de chances de réussir à l'international, c'est ça que vous voulez dire en filigrane ? Ça vient d'un Belge, hein, donc c'est une expérience belge. Oui, c'est intéressant. Ça permet en tout cas d'appréhender beaucoup de paramètres, rencontrer beaucoup de problèmes et de devoir les résoudre. Et grâce à cette expérience, peut-être qu'on est plus armé pour aller ailleurs en Europe. Alors Arnaud, votre titre exact, c'est Business Developer à l'international, ce qui veut dire que vous êtes tout le temps dans l'avion. L'entreprise Dirty Monitor, ça existe depuis combien d'années ? L'entreprise existe depuis 2014. Donc,
c'est encore assez récent. Tout à fait. Et l'export a démarré comment et vers quelle période en fait? L'export a démarré avant même que Dirty Motors soit une entreprise. Déjà en 2008, on a commencé à faire nos premiers mappings en Belgique, à Bruxelles, notamment pour la présidence belge de l'Union européenne. Et donc ça nous a donné déjà un petit retentissement parce qu'à l'époque, les technologies du mapping n'étaient pas familières et c'était des outils détournés en fait qu'il fallait utiliser pour arriver à ça. Donc on était parmi les pionniers dans le monde. Et donc très vite, ça nous a amené un retentissement international. Et donc dès 2008, on a commencé à travailler à l'étranger, d'abord à Singapour, et puis après en Chine, et puis après à Dubaï. Et à chaque fois, les projets étaient de plus en plus grands, de plus en plus ambitieux. On avait l'occasion de travailler avec des sociétés d'events très importantes, des grands directeurs artistiques, des grands metteurs en scène. Et donc ça nous a offert à chaque fois les portes des marchés qui se sont déverrouillés petit à petit. Et donc d'un petit collectif d'artistes, en 4 ans, on est devenu une entreprise florissante. Vous vendez comme belge, comme wallon, vous vendez comment? Comme Carolo. Comme Carolo, oui. Oui, tout à fait, parce que vraiment, évidemment, nous, notre travail consiste à faire vivre des belles expériences aux gens grâce à des spectacles, à des commémorations et autres. Et donc, c'est vrai qu'on est quand même souvent fort soutenu par la Belgique en général. Et je dirais même que quand on est à l'étranger, les gens disent « Ah, vous êtes belge. Ah, en plus, vous êtes wallon. Mais en plus, vous êtes Carolo. » Mais c'est génial. Et donc, c'est vrai que ça, il y a un genre de plébiscite. C'est un Français qui connaît un Carolo ou un Liégeois. Ouais. Si on a Singapour, même... ça n'est... Non, Bruxelles, on connaît Bruxelles. Oui, les gens connaissent Bruxelles, mais quand je dis le retentissement, il est surtout du côté de la Flandre, où les hommes d'affaires flamands vont voir ça et vont se dire, mais tiens, il y a quand même des chouettes trucs qui se font à Charleroi. Alors. On rejoint l'apprentissage. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, bien sûr, même Bruxelles, voilà, ça évoque assez peu de choses. Mais en tout cas, dans notre secteur d'activité, le savoir-faire belge est vraiment fort mis en avant. Et c'est vrai que partout où on est dans le monde, dans le domaine de l'événementiel, on tombe sur des spécialistes belges, donc vraiment au top niveau mondial. Donc on est vraiment un substrat qui est propice à ça en Belgique. Alors, il vient d'utiliser un terme, Arnaud, important, c'est le savoir-faire belge. Ce savoir-faire, vous l'avez développé, Alexis, avec vos équipes de développeurs chez Opinum. C'est un savoir-faire qui reste en Belgique. L'entreprise est restée belge. Elle appartient à quel groupe aujourd'hui? Qui est derrière? Quel actionnaire qui est derrière? En 2 mots, on a été constitué en 2014. Et l'équipe qu'on a formée à ce moment-là, avec une première levée de fonds, avec déjà un soutien wallon de la SRI Way, la SRI W, et Sambre Invest, qui était pas loin. Donc en fait, on a cherché autour de nous comment on pouvait lever des fonds. Donc déjà, il y a ceux qui nous ont aidés en mettant de l'argent et rentrant dans notre capital, c'était des wallons, via les collectifs. Et donc on a aussi rassemblé autour de nous des développeurs. Donc Loïc Barr étant le fondateur initial, il a pris une équipe autour de lui de gens avec qui il avait déjà une bonne chimie. Et donc c'était des wallons, beaucoup de liégeois. Et donc l'équipe de dev, comme on les appelle, le nœud, le cœur, était fort liégeois à ce moment-là. Et puis on a commencé à grandir et à engager des personnes. Alors nous avons toujours l'intention d'engager toute culture, toute ouverture d'esprit, mais by the way, il est clair qu'on a commencé par engager des gens proches de chez nous. Et maintenant que nous avons atteint une certaine taille, nous nous ouvrons avec énormément d'enthousiasme à d'autres pays pour collaborer avec eux. Donc il y a le côté avantage d'avoir une culture différente, mais je dirais à la source, dans les 2-3 premières années, nous avons chercher autour de nous, et ça a créé le cœur de l'entreprise qu'on essaie de maintenir. Et en termes de recrutement, parce qu'on parle toujours de guerre des talents, de pénurie de main-d'œuvre, notamment lorsqu'elle est qualifiée, c'est un cauchemar pour un cauchemar actuel et une de grandes frustrations. C'est le cas aussi d'Arnaud. Oui, les talents, il y a le talent et il y a aussi la formation. Je pense qu'une personne bien formée en Belgique s'évapore directement, je dis s'évapore parce qu'elle est prise dans le secteur. Et donc, il y a une frustration, en tout cas, dans le monde des technologies, et je crois que tu en fais partie aussi, à trouver ces personnes qui nous permettraient, je pense, un plan de croissance plus rapide. Et donc là, effectivement, l'international peut aussi être, hormis l'export produit, aussi s'exporter pour trouver des ressources. Ok, donc c'est un frein, et l'exportation serait une manière de contourner ce frein de recrutement. C'est une hypothèse, en tout cas, qui doit être Alors, analysée. Dirty Monitors, on parlait de savoir-faire. Alors, no offense, mais là, on pourrait se dire que c'est un peu plus technologique, etc. Vous, il y a un savoir-faire, je dirais, évidemment aussi technologique, mais aussi culturel. La barrière à l'entrée, elle est un peu plus faible, on pourrait se dire, depuis le temps, enfin, pas tellement longtemps, mais enfin, depuis 2014, si j'ai bien retenu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont essayé de vous imiter, peut-être avec d'autres moyens que les vôtres, et qui disent, finalement, on peut faire du Dirty Monitors
en étant singapourien ou indien ou que sais-je? Alors, beaucoup ont essayé, pas nécessairement avec nous comme référent, mais en tout cas, c'est sûr que les outils se sont démocratisés. Donc maintenant, la maîtrise technique du mapping n'est plus vraiment à la portée de tout le monde. Par contre, ce qu'on ne peut pas nous prendre, c'est la créativité artistique. Ça, c'est quelque chose qui est très dépendant des personnes avec qui on travaille. C'est comme un groupe de musique. Je veux dire, bien sûr, tout le monde peut jouer de la guitare, mais tout le monde n'est pas les Rolling Stones. Et donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on se positionne. En fait, à l'international, on est parmi les 10 plus gros studios au monde à faire ce qu'on fait. Nos concurrents ne sont pas en Belgique, ils sont plutôt au Canada, aux États-Unis, ils vont plutôt être en Russie, en Australie. Donc, et le monde est tellement large qu'en fait, on se marche jamais dessus. Donc, en fait, nos concurrents, Votre modèle, ce serait quoi? Si c'est un peu Dragon? Non, alors pas du tout. Par contre, ça a été un modèle et ça a été une rampe de lancement pour nous. Franco Dragon, évidemment, mais les fondateurs de Dirty Monitor ont commencé à faire des spectacles avec Franco Dragon quand eux étaient jeunes. Et c'est Franco Dragon qui a inspiré tout ce courant, comme je disais, belge de l'événementiel, à la fois technique, à la fois artistique. Ça a été une énorme locomotive, hein, Franco Dragon, et on lui rend bien sûr hommage à ce sujet. Mais par contre, nous, on est vraiment ce qu'on appellerait plutôt un chef d'orchestre technologique. Donc, on va plutôt agréger différents types de technologies pour en faire un show cohérent. Maintenant, le mapping en soi ne suffit plus à lui-même. Par contre, si on arrive à intégrer des bras robotiques qui vont faire des chorégraphies, si on arrive à intégrer de l'hologramme avec de la performance humaine, pas à l'échelle de ce que fait Dragon, parce que lui, il conçoit ça plus comme du cirque ou du théâtre, mais vraiment, nous, dans l'ordre de la performance ou de l'expérience immersive, parce que c'est aussi beaucoup de choses qu'on développe, ça, les expos Monet, Van Gogh et Klimt, on a créé des contenus immersifs pour ce type d'exposition. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le créneau dans lequel on se positionne. Et effectivement, il n'y a pas encore en Belgique de studio qui nous égale à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas en Belgique de studio qui nous égale. Ça veut dire que tout le monde vous réclame en Belgique ou vous êtes surtout connu à l'étranger? Alors, dès lors qu'il va y avoir des projets de grande ampleur, c'est sûr que le premier nom qui va sortir, ce sera Dirty Monitor en Belgique. À l'étranger, moins, parce qu'évidemment, là, il y a beaucoup plus de compétition sur les gros projets. Mais néanmoins, en fait, on a réussi à se créer un réseau actuel et une réputation dans la qualité des projets qu'on a délivrés, qui fait que maintenant, on est de plus en plus sollicité, non pas juste comme fournisseur de contenu numérique, mais même comme finalement chef d'orchestre quasiment ou producteur, quoi. Donc ça, c'est une preuve que le chemin qu'on a pris était le bon et qu'on continue notre développement actuellement. Alors Alexis, vous avez parlé tout à l'heure de manière indirecte de votre attachement à notre mère patrie, la Belgique. Ça n'empêche pas qu'évidemment, si vous êtes ici dans cette émission, c'est que vous croyez mordicus dans l'exportation. C'est une absolue nécessité dans le cas d'Opinum? Oui, une plateforme produit, nous avons donc un produit technologique pour faire court, doit rencontrer un grand nombre d'utilisateurs pour être amorti. Effectivement, la Belgique, j'ai dit, je continuerai à le dire, est un très très beau terrain pour démarrer sa croissance, plein d'apprentissage, mais il est clair que, comme je l'ai expliqué, c'est une cloud plateforme, rien en plus ne nous empêche nous, de dire, et d'ailleurs nous avons maintenant, 8 ans après, nous avons des sociétés au Vietnam, en Suisse, en France, donc ça ne nous a jamais fait peur, une fois que la maturité que nous estimions être la bonne était là, d'aller dans d'autres pays. Et nous n'avons pas des barrières que d'autres business pourraient avoir. D'autres business peuvent impliquer la présence physique de commerciaux. Nous pouvons, avec les technologies actuelles, plus le fait que c'est un login, un password sur du web, permettre à quelqu'un de créer son compte au Vietnam à distance. Donc on n'a pas ce problème de distance ou de service à distance, puisque nous pouvons intervenir sur les plateformes, puisque tout est cloud. Donc là, pas de problème pour nous, à comparer à d'autres business qui, alors, ont déjà une montagne peut-être d'investissement à faire avant de pouvoir aller de l'autre côté des frontières. Ce n'est pas notre cas. Alors, si vous êtes là tous les deux à mes côtés, c'est aussi pour évoquer, partager vos pratiques en matière d'export, donc forcément à l'international. Si vous avez des choses à recommander, je regarde vous, Arnaud, pour quelqu'un qui voudrait se lancer à l'international, que ce soit dans votre domaine ou d'autres, quelles sont les choses trappes qu'il ou elle devrait éviter, une sorte de... pour l'éviter de réinventer le fil à couper le beurre. Mais il faut savoir que voilà, nous, en Belgique, on bénéficie énormément d'outils et d'instances par rapport à d'autres pays qui peuvent aider à l'exportation. Hein. Je pense bien sûr, évidemment, à la WEX, mais on a toute une série d'outils. Alors, je vous arrête déjà. La WEX, vous a aidé comment, concrètement, dans votre histoire? À de multiples niveaux. Donc, la WEX, l'Agence Wallonne à l'exportation, qui permet en fait toute une série de conseils déjà à la base. Quand on veut se lancer à l'international, ils vont déjà faire une étude même de maturité pour essayer
essayer de vous conseiller, voir, OK, est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu as vraiment pensé à tout? Voilà, attention, qu'est-ce qui peut être tricky sur tel ou tel marché? Eux-mêmes, la WEX a des conseillers économiques et commerciaux qui sont positionnés dans toutes les ambassades du monde, qui, eux, ont un contact direct avec les marchés cibles et qui donc peuvent faire du screening, qui peuvent rapporter, attention, c'est peut-être pas la bonne conjoncture maintenant, ou alors au contraire, il se passe quelque chose maintenant dans tel pays, il faut foncer. Et donc, eux, à ce moment-là, peuvent être les yeux et les oreilles des entreprises belges et wallonnes à l'étranger. Et donc ça, évidemment, c'est un appui vraiment phénoménal. Et le suivi est tellement personnalisé par le fait que c'est une agence régionale et non pas une agence nationale, que du coup, on a beaucoup plus de soutien que, par exemple, peut l'avoir la France ou l'Allemagne. Et donc, dans un pays comme la Belgique, il faut se rendre compte qu'à ce niveau-là, on a beaucoup plus d'aide et de soutien à l'exportation que ces pays-là. Et on peut en profiter. C'est pour le soutien. Alors maintenant, une chose trappe à éviter, une erreur fréquente que vous avez vue, que vous avez peut-être subie, que vous avez vécue. Alors, j'ai souvent vu des gens qui targetaient l'international tout de suite, avant même d'avoir maîtrisé leur propre marché. Et donc, ça peut s'appliquer dans certains cas ou certains business bien spécifiques, où effectivement, il n'y a pas du tout une clientèle en Belgique. Il y a pas mal d'entreprises qui sont comme ça. Effectivement, ils n'auront pas de clientèle en Belgique, c'est sûr, donc ils doivent tout de suite s'exporter. Mais la plupart du temps, il faut d'abord tester son propre marché. Et c'est là qu'on va, comme on le disait avec Alexis, se faire les dents. Et voilà, c'est mieux de se cracher en Belgique, on va pouvoir facilement rebondir, que de se cracher à l'international, où là, on peut perdre beaucoup plus. Alexis, même résumé, pas s'exporter si on n'a pas réussi déjà en interne. On a discuté ensemble, donc je crois qu'on est assez alignés. Je ne vais pas dire que j'ai plus rien à dire, parce que j'ai mis les choses qui me viennent à l'esprit. Mais la première, effectivement, je vais d'ailleurs essayer de voir ce bilan maturité que la WEX met en avant, et qui permet en plus d'y aller graduellement dans ce que la WEX donne comme argent, comme aide. Pour le citoyen qui dit, ben voilà, ok, j'entends que des entreprises utilisent l'argent de l'État, donc l'argent du citoyen, pour s'exporter, mais il faut bien faire ça, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et l'enthousiasme de la génération start-up, il y en a encore, mais cet enthousiasme où on voit qu'on a le rêve de devenir une licorne en 3 ans et toutes ces choses-là liées à la technologie qui était accélérante. Tout ça, je dis attention, voilà, peut-être que je suis moins jeune que mon associé Loïc et que moi, de mon côté, je vois une vision pragmatique, pierre par pierre, et que dans cette vision-là, personnellement, moi, je suis d'avis donc de ne faire aucune erreur. Donc, c'est quoi? C'est d'avoir un produit minimum viable, il y a des acronymes anglais pour ça, et d'être sûr que ce produit fonctionne. On ne va pas avec des produits non aboutis à l'étranger. Il doit être abouti. Il faut connaître sa vision, son message, avoir un pitch, comme j'ai entendu. Ça paraît idiot, mais un pitch de quelqu'un qui ne pense qu'à ce qu'il a fait de beau, qu'il a comme idée, c'est génial pour lever des fonds, mais c'est pas génial pour l'exportation. Par contre, il faut des pitchs un peu visionnaires pour lever des fonds. Et c'est une autre histoire que de partir à l'exportation, qui est plus pragmatique selon moi. Parfait. Je propose d'en rester là. Merci en tout cas pour votre présence et votre partage d'expertise à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Merci. Un grand merci. Merci.